Comment rassurer les patients devant une suspicion de borréliose de Lyme? C'est une question qui avait été posée, enfin une suggestion de question qui avait été posée à l'occasion d'une précédente soirée de formation et qui nous avait semblé effectivement être intéressante et puis coller pas mal à notre pratique parce que, comme ce que vient de dire le professeur Hansman, c'est vrai que les patients, ils arrivent à notre consultation extrêmement anxieux avec cette suspicion de borréliose de Lyme et c'est pour ça qu'ils arrivent nous voir. Et leurs questions, ils nous en ont beaucoup, et notamment comment va être l'évolution avec une question récurrente qui est pratiquement systématique de est-ce que je vais finir en fauteuil roulant? Est-ce que c'est une maladie dont je vais guérir? Est-ce que je vais avoir une vie normale? Et est-ce que cette maladie, je vais la transmettre à mes enfants? Enfin, beaucoup de questions véritablement essentielles et extrêmement anxiogènes si la réponse n'est pas favorable. Mais finalement, peut-être qu'avant de rassurer les patients, il faut se poser la question de savoir s'il faut effectivement les rassurer devant une suspicion de borréliose de Lyme. Et alors en fait, je vais commencer par enfoncer des portes ouvertes, parce que avant de donner un pronostic à quelque maladie qu'il s'agisse, eh bien, il va falloir commencer par poser le diagnostic, et ce diagnostic, on le posera sur les symptômes qui sont présentés par notre patient. Et donc en ce qui concerne la borréliose de Lyme, donc la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il s'agit effectivement ou pas d'une borréliose de Lyme? Alors, ça a été dit dans la présentation précédente, une borréliose de Lyme se pose sur un faisceau d'arguments, des arguments d'exposition aux piqûres de tiques, des arguments cliniques, il faut que les symptômes y soient compatibles avec un diagnostic de borréliose de Lyme, et confirmés d'un point de vue biologique avec une sérologie positive. Ça, c'est ce que c'est une borréliose de Lyme. Et en pendant, en miroir, il y a pas mal de situations qui ne sont pas des borrélioses de Lyme. On l'a vu, des patients qui ont des sérologies positives en IgM sans aucune séroconversion en IgG, ça ne correspond pas à une borréliose de Lyme. Des personnes qui vont avoir des expositions aux piqûres de tiques, parfois très fréquentes, mais sans aucun symptôme, et ben, ce ne sera pas une borréliose de Lyme. Des personnes qui vont avoir une sérologie positive mais sans aucun signe clinique, ce ne sera pas non plus une borréliose de Lyme. Et c'est vrai aussi que les patients qui ont des symptômes spécifiques aspécifiques isolés, eh ben, ce n'est pas forcément une borréliose de Lyme. Et donc, en fait, pour pouvoir réfléchir spécifiquement à comment rassurer notre patient et puis, euh, et puis savoir si c'est ou pas une borréliose de Lyme, euh, je vous propose effectivement cette histoire naturelle de la borréliose de Lyme qui a été déjà présentée le début a été présenté par Benoît dans la présentation précédente. Et donc, je vais reprendre des données qui viennent d'être présentées et comme ça, c'est assez positif parce qu'on va dire globalement la même chose, mais d'un autre point de vue finalement. Donc, effectivement, une borréliose de Lyme, ça commence systématiquement par une piqûre de tique. Dans notre région, c'est environ 10% des tiques qui sont porteuses de cette bactérie. Et si la tique reste suffisamment longtemps en place, on estime plusieurs heures de stase pour qu'elle ait la capacité de transmettre la bactérie, eh bien, il peut se passer soit rien, donc une infection avortée, c'est la majorité des situations, 95% des cas, soit une borréliose de Lyme, et donc ce sera une minorité des cas. Donc finalement, après une piqûre de tique, globalement, une borréliose de Lyme, ça survient de façon assez rare. Et quand ça survient, c'est la plupart du temps, donc 84% des cas, une infection qui est localisée à la peau et qui est un érythème migrant que vous connaissez tous, cette lésion érythémateuse centrée par une piqûre de tique avec une extension centrifuge. Et à ce stade-là, il y a une indication à mettre en place une antibiothérapie pour éviter que l'infection soit disséminée. Et justement, l'infection disséminée, elle peut survenir si l'érythème migrant n'a pas été traité. Elle peut survenir. L'érythème migrant peut également guérir sans antibiothérapie, mais néanmoins, pour éviter les formes disséminées, il est recommandé de traiter tous les érythèmes migrants. Et cela, l'autre élément qui est important sur cette diapo-ci, c'est de voir qu'une borréliose de Lyme peut avoir une forme disséminée de cette maladie sans qu'il y ait d'érythème migrant. C'est-à-dire que le patient peut avoir bien surveillé la zone piquée, qu'il n'y ait pas d'érythème migrant et qu'il développe une forme disséminée de cette maladie, qui ont été décrites précédemment, articulaire, neurologique, et donc sans cette notion d'érythème migrant. Là encore, en cas d'infection disséminée, alors il faut mettre en place une antibiothérapie.
Et ensuite, comment vont évoluer les gens? Après une antibiothérapie dans le cadre d'une borréliose de Lyme, qu'il s'agisse d'un érythème migrant ou d'une forme disséminée de cette maladie, eh bien, dans la majorité des situations, les personnes vont guérir sans aucune séquelle. Et donc, ils n'auront pas besoin de mettre en place un quelconque traitement puisqu'ils sont guéris de leur maladie. Dans des cas plus rares, mais assez ennuyeux, ces personnes peuvent développer des séquelles. Par exemple, la persistance d'une paralysie faciale, enfin, séquelaire de leur neuroborréliose. Par exemple, des douleurs neuropathiques dans le cadre d'une acrodermatite atrophiante. Dans ces cas-là, les séquelles vont être fixées, mais on pourra leur proposer des traitements symptomatiques, notamment sur les douleurs neuropathiques, qui permettront d'améliorer les symptômes. Il n'y a pas d'indication à mettre en place une antibiothérapie à ce stade de séquelles. Et l'autre élément qui peut arriver, c'est le PTLDS. Donc, c'est un acronyme en anglais qui signifie syndrome post-borréliose de Lyme traité, dont je parlerai plus en détail un petit peu plus loin dans la présentation, et qui peut survenir dans jusqu'à 20% des cas dans le cadre d'une borréliose de Lyme disséminée. Mais ça peut survenir également après un érythème migrant, jusque dans 5% des situations. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est peut-être un petit peu moins connu après un érythème migrant simple, mais ça peut arriver et il faut le savoir pour pouvoir le diagnostiquer le cas échéant. Le PTLDS va, avec le temps, dans la plupart des situations, guérir là encore. Le PTLDS est une pathologie post-infectieuse et ne nécessite pas de mettre en place une antibiothérapie pendant cette phase de cette maladie. Maintenant qu'on a décrit l'histoire naturelle de la maladie, je vais vous proposer des vignettes cliniques pour voir dans quelle situation on peut ou pas rassurer ou pas le patient qui viendra nous voir en consultation. Alors, le premier cas, ce sera celui d'une piqûre de tique. Le patient vient en consultation après une piqûre de tique avec des inquiétudes, plus ou moins justifiées, mais en tout cas, il est inquiet et on reçoit cette inquiétude. Mais globalement, ce qu'on peut lui dire, c'est que la piqûre de tique, elle est très rarement suivie d'une maladie transmise par les tiques, qu'il s'agisse d'une borréliose de Lyme ou d'une autre maladie transmise par les tiques. Et donc, on va le rassurer, mais en revanche, on va l'informer de la conduite à tenir post-piqûre de tique, à savoir, dans un premier temps, surveillance de l'érythème migrant dans le mois qui suit cette piqûre de tique, et d'autres symptômes, et évidemment être à sa disposition en cas de survenue de n'importe quel symptôme pour pouvoir le recevoir rapidement et traiter rapidement la maladie, qu'il s'agisse d'une borréliose de Lyme ou d'une autre maladie. On gardera bien à l'idée que l'érythème migrant peut être absent en cas de borréliose de Lyme disséminée et qu'on dira bien au patient de revenir consulter s'il y a un symptôme atypique après cette piqûre de tique. La deuxième vignette clinique sera la survenue d'un érythème migrant. Alors, l'objectif ici, c'est pas de décrire précisément la sémiologie de l'érythème migrant, mais quelle est sa conduite à tenir? Globalement, on l'a vu, l'érythème migrant, ça guérit la plupart du temps sans séquelles et sans PTLDS. Et donc, on dit aux patients de prendre les antibiotiques pour la durée prescrite et puis que dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de complications dans les suites et donc on rassure notre patient. On garde à l'esprit aussi que le PTLDS reste possible et donc il faut vraiment lui dire de reconsulter si jamais il y a un symptôme qui persiste après cet érythème migrant pour pouvoir le prendre en soin et l'orienter aux besoins. Et le dernier cas, ce sera les borrélioses de Lyme disséminées. Alors, peu importe la forme, une forme disséminée précoce ou tardive. Là, j'ai mis une illustration d'une paralysie faciale, mais ça pourrait être toutes les autres formes de borréliose de Lyme. Là encore, c'est une forme de maladie qui guérit la plupart du temps sans séquelles et on saura rassurer le patient. Mais c'est toujours les mêmes éléments qui font miroir à l'histoire de la maladie. C'est-à-dire que si jamais il y a des séquelles qui surviennent, eh ben, on peut leur proposer des traitements symptomatiques. Il faudra bien insister là-dessus pour pouvoir réassurer le patient. Et garder aussi à l'esprit que le PTLDS est possible et même plus fréquent qu'après un érythème migrant. Et là encore, il faudra
être vigilant et surveiller le patient en consultation après une borréliose de Lyme disséminée. Et donc, je vais faire un petit focus sur le PTLDS. Donc, le PTLDS, c'est un acronyme c'est un acronyme en anglais qui signifie Post-Treatment Lyme Disease Syndrome, donc le syndrome post-borréliose de Lyme traité, qui est défini dans ses recommandations HAS de 2025 sur ces éléments qui sont à l'écran. Donc, c'est un diagnostic qui se pose avec une altération de la qualité de vie qui est secondaire à des symptômes de type asthénie et ou polyalgie et ou troubles cognitifs chez un patient qui a ces symptômes-là depuis plus de 6 mois. Et évidemment, je précise que donc il les a eus pendant 6 mois. Donc au départ, ça c'est pas encore un PTLDS, mais on le prend quand même en soin. Et il faut que ce PTLD, que ces troubles-là surviennent dans les suites immédiates d'une borréliose de Lyme qui est prouvée et qui est traitée avec l'antibiothérapie adaptée à la forme de la pathologie. Ça, c'est ce qu'est un PTLDS. Et ce que ce n'est pas, c'est une séquelle de l'atteinte clinique initiale, un diagnostic différentiel ou si les symptômes étaient préexistants à la borréliose de Lyme initiale. Donc, on l'a vu, c'est jusque 20% des patients dans certaines études qui vont développer cette entité. Et j'insiste là-dessus, c'est possible également après un érythème migrant. Alors, comment est-ce qu'on prend en soin ces patients-là qui finalement sont les patients qui, à juste titre, vont être les plus anxieux parce que c'est des symptômes qui, par définition, durent longtemps. Il faut que la définition, c'est au moins 6 mois, donc ça va être des symptômes qui sont prolongés. Donc le premier élément, c'est évidemment d'établir le diagnostic. Si le diagnostic il est confirmé, la prise en soin elle est pluridisciplinaire. Elle se comportera notamment une prise en charge antalgique, puisque ce sont des patients qui sont douloureux. On proposera des traitements antalgiques soit médicamenteux, soit non médicamenteux. La réadaptation physique et notamment l'activité physique adaptée peuvent être proposées et ont des bons résultats. Et puisqu'il s'agit de symptômes qui sont prolongés et pas spécifiques, enfin, c'est pas spécifique à une borréliose de Lyme, mais quelle que soit la cause d'une pathologie avec des symptômes prolongés, on propose, si le patient est d'accord, un accompagnement psychologique pour l'aider à faire face aux symptômes. Et je rappelle que les traitements anti-infectieux ont prouvé leur absence d'efficacité dans cette forme de pathologie. Et alors, notre question du jour, c'était quelle est l'évolution? Globalement, il y a une amélioration des symptômes dans les études, mais ça reste quand même des courbes de Gauss, avec à titre individuel des personnes qui vont rester très impactées par leurs symptômes de façon prolongée, voire très prolongée. Donc voilà, la majorité des patients va s'améliorer avec du temps, hein, ça prend longtemps et c'est quand même très difficile. Mais si la majorité s'améliore, un certain nombre d'entre eux restent très handicapés pendant longtemps. Je reviens sur une diapositive que j'ai présentée au départ. Donc, Benoît Jolac a parlé de la sérologie positive en IgM sans séroconversion. Et donc, je n'en reparlerai pas. Mais finalement, se pose en consultation, finalement, un grand nombre de personnes viennent nous voir avec soit des symptômes absents, soit des symptômes aspécifiques, et cette question de borréliose de Lyme. Et c'est, je pense, la majorité des personnes qu'on voit, nous, en consultation, donc qui ont ces symptômes aspécifiques. Et donc, un symptôme aspécifique, alors déjà, c'est très gênant au quotidien, mais surtout, et je vais de nouveau enfoncer une porte ouverte, un symptôme aspécifique, c'est aspécifique. Les patients qui viennent nous voir dans les centres de référence et de compétences des maladies transmises par l'éthique, globalement, ils ont comme symptômes de la fatigue, du brouillard cérébral, des arthromyalgies, des céphalées, qui, on s'accordera, sont des symptômes qu'on peut retrouver dans un grand nombre de pathologies et donc qui ne sont pas plus spécifiques d'une borréliose de Lyme que d'une autre pathologie. Cela étant dit, c'est des symptômes qui sont très handicapants et qui sont très angoissants, surtout quand on ne trouve pas d'explication à leur survenue.
Et donc, ce sont des symptômes qu'il faut prendre en considération, et ce, indépendamment du diagnostic qu'on portera au final, que ce soit une borréliose de Lyme ou pas. Je vous présente ce travail qui avait été fait par l'équipe de Villeneuve-Saint-Georges, qui est un centre de référence de la partie, enfin, du nord de la France et de la région parisienne, et qui avait recensé tous les diagnostics, notamment les diagnostics différentiels de borréliose de Lyme, pour tous les patients qu'ils avaient reçus sur les premières années d'ouverture de leur centre. Et donc, ils avaient vu, vous voyez, plus de 550 patients. Et sur ces plus de 550 patients qui avaient euh, des symptômes, pour la plupart, asthénie, céphalée, arthromyalgie et parfois brouillard cérébral, quels étaient les diagnostics s'il ne s'agissait pas d'une borréliose de Lyme? Et bien finalement, c'est toute la médecine qui est représentée, c'est-à-dire avec des pathologies rhumatologiques ou auto-immunes dans 40% des cas, des troubles neurologiques, alors ça peut être des maladies sévères, vous voyez, maladie de Charcot, démence, mais aussi neuropathie périphérique. Des pathologies plus classiques et moins sévères avec des carences vitaminiques. Un petit nombre de pathologies dites psychiatriques avec anxiété, dépression, mais c'était une minorité de patients, vous voyez, seulement 68 patients. De la iatrogénie liée à des prescriptions d'antibiothérapie par des médecins précédents, c'était pas non plus négligeable, c'était 65 patients. Des endocrinopathies et puis plein d'autres maladies finalement, des cancers, l'apnée du sommeil, et puis quelques patients qui n'avaient au final pas de diagnostic. Mais tout ça pour dire que euh, ces symptômes aspécifiques sont aspécifiques par définition et peuvent donc se retrouver dans plein d'autres pathologies. Et l'enjeu, ça va être de faire le diagnostic pour pouvoir répondre, enfin, les symptômes, on se base sur les symptômes, on propose un diagnostic au patient et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on pourra répondre à la question du pronostic. Donc, ma diapositive de conclusion, c'est celle-ci. La question du jour, c'était comment rassurer les patients devant une suspicion de borréliose de Lyme. Et ben, la première des questions, c'est s'agit-il d'une borréliose de Lyme? Si c'est une borréliose de Lyme, je vous ai présenté l'évolution naturelle de cette pathologie. Et puis, grâce à la connaissance de cette évolution naturelle, on peut connaître euh, les vigilances que nous devons avoir, nous, en tant que médecins, et à quel moment on doit proposer aux patients de les revoir, et puis savoir dire aux patients qu'il faut qu'ils reconsultent si jamais il y a des symptômes qui sont atypiques et qui l'embêtent au quotidien. Et puis aussi, savoir que ce n'est pas parce que on se pose la question à un moment donné d'une borréliose de Lyme que c'est forcément une borréliose de Lyme. Je rejoins la présentation précédente. S'il n'y a pas de symptômes, on n'a pas d'indication à réaliser une sérologie parce que ça peut être extrêmement angoissant d'avoir une sérologie positive pour un patient. Et dans tous les cas, quel que soit le diagnostic, on considère les symptômes du patient avec attention, on les écoute, on les accueille et on les prend en charge. En ce qui concerne une suspicion de borréliose de Lyme, pour le moindre doute, n'hésitez pas à contacter le centre de référence ou de compétences à proximité de chez vous. Et je vous ai mis l'adresse mail, c'est pour les coordonnées des centres de référence ou de compétences, c'est le www.crmvt.fr.